vraiment très heureux et honoré de recevoir Simon Murat. Donc, Simon est gérant, c'est ça, du Passe-Temps? C'est Gérant, ça. voilà, gérant du Passe-Temps, c'est un magasin de jeux à Toulouse. Mais pour moi, parisien, je le connais avant tout via les deux chaînes YouTube que son équipe et lui animent. Donc, il y a le Passe-Temps et l'extension du Passe-Temps. Alors, les vidéos que proposent Simon et son équipe devaient être remboursées par la Sécurité sociale en ce moment, puisque c'est à peu près les seules vidéos qui font prendre du plaisir actuellement quand on traîne sur YouTube. Bon, j'exagère à peine, mais c'est vrai que il y a toujours de la bonne humeur et un dynamisme complètement hallucinant, notamment. Alors, je ne sais pas si c'est, voilà, ça doit être un peu forcé au travers de la chaîne YouTube, mais quoique, le naturel revient à mon avis. Bon. Voilà, il y a déjà une bonne base, on va dire. Alors, pourquoi j'ai contacté Simon? Alors, pour plein de raisons. D'ailleurs, celle que je viens de dire, hein, parce qu'il y a un dynamisme, un plaisir de regarder ces vidéos qui font vraiment du bien. Au-delà même, finalement, des jeux, voilà, il se passe toujours des choses marrantes et c'est très sympa. Et puis, moi, en tant que chercheur en management, j'ai aussi trouvé, et je lui dis, hein, que dans les chaînes YouTube, on voit souvent des gens isolés, un peu personnels. Et puis là, même si Simon anime tout ça, on voit, il y a une vraie mise en valeur de l'équipe. Et moi, ça, j'aime beaucoup. Bon. Mais au-delà de ça, encore, hein, il y a surtout deux vidéos que j'ai vues et qui m'ont dit, bon, il faut vraiment que je cherche à contacter Simon. Je ne pensais pas réussir, en fait, au début, hein. Et puis finalement, ça s'est super bien passé, même hier soir à 22h30. Hein. Voilà. En sortie de tournage. Ah oui, alors demain, oui, c'est vrai. Alors, on se cale. Il est jamais trop tard. Donc, il y a deux vidéos. Donc, je voudrais les dire. Alors, il y en a une qui est complètement folle et qui est rigolote. C'est celle qui s'appelle Trop de jeux cette année. Oh Bon, mon Dieu. trop de jeux cette année, ah bah, il faut assumer complètement, mais je pense que vous l'assumez complètement. Donc, Bah trop de oui, jeux oui, cette bien année, sûr. je mettrai les vidéos. C'est un délire un petit peu sur une reprise de chansons. Et finalement, ce que dit Simon, c'est que vu la profusion ludique, et puis on en a tous abordé ici, puisque beaucoup travaillent sur le détournement des jeux, euh, finalement, pour nous, cette profusion ludique est une opportunité en tant qu'enseignant, puisque quand on détourne des jeux, eh bien, ce qui est vraiment intéressant, c'est que on est plein de possibilités en termes de gameplay d'univers. Et donc, pour nous, ce trop de jeux cette année qui doit être difficile à gérer pour le monde ludique est plutôt une chance extraordinaire pour nous, à la fois pour proposer aux étudiants des jeux toujours plus originaux, mais aussi en guise de légitimité. C'est-à-dire que la profusion ludique et vidéoludique au sens large a fait que le jeu est rentré dans la société partout et donc forcément elle est rentrée à l'école et à l'université. Et du coup, cette légitimité retrouvée du jeu, si je peux dire, eh bien, a transpiré à l'école, à l'université. Et puis, Antoine et moi, on a écrit il y a quelques années un article sur justement, le difficile engagement des enseignants au travers du jeu. Et je trouve que cet article n'a quasiment plus lieu d'être, tellement il y a eu une évolution rapide dans l'acceptation du jeu dans la formation sous toutes ses formes, bien entendu. Bon, ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième vidéo qui est non répertoriée. Donc, vous me direz si je peux ou pas la diffuser. C'est les 10 jeux qui ont changé ma vie. Oh oui, d'accord. Oui, d'accord, je vois. C'était une sorte de vidéo bonus. Oui, bien sûr, il faut la diffuser, pas de souci. Voilà. Bon, ben super. Donc, cette vidéo, alors pour le coup, là, Simon est tout seul et puis parle un petit peu de sa vie ludique et comment il en est venu à ce qu'il fait actuellement. Et j'ai trouvé cette vidéo particulièrement riche et réflexive. Et voilà, alors je ne veux pas dire que je me suis reconnu, hein, ce n'est pas le cas, je n'ai pas eu le même parcours, mais cette réflexivité de Simon m'a dit, OK, alors c'est vraiment l'inverse, les deux vidéos,
c'est le yin et le yang. Hein. On passe vraiment à l'opposé, mais il y a quand même un petit peu de chacun dans l'autre. Donc voilà, je vous la diffuserai. Donc Simon parle de lui, parle de son histoire, son rapport au jeu. Et même si nous tous, toutes et tous, pardon, on n'a pas eu cette même démarche à propos du jeu, on l'a un petit peu quand même lorsqu'on intègre des jeux dans nos enseignements. C'est-à-dire que cette réflexivité que a Guillaume, on la retrouve en revanche parmi vous toutes et tous quand vous parlez de vos recherches. On sent qu'il y a un rapport au jeu qui est vraiment profond. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on se pose de manière récurrente. Est-ce que pour amener du jeu dans nos enseignements, on a besoin, nous, d'être un joueur ou pas? Et finalement, ce qui ressort, c'est que c'est plutôt le cas. Les étudiants, pas forcément, puisqu'on a des taux d'engagement qui sont juste gigantesques avec nos applications ludopédagogiques. Mais est-ce que l'enseignant doit avoir un rapport au jeu un petit peu comme l'a eu Simon, hein, qui ne mène pas nous en tant que vendeur de jeux, mais que ludicaire, mais au point de vue de notre démarche d'enseignement, c'est aussi pour ça, c'est en écoutant cette vidéo que je me suis dit, bah, c'est vraiment beau, c'est vraiment sympa. Et la démarche en tant que telle, là par contre, je m'y retrouve. Voilà, donc encore merci Simon d'avoir accepté de venir ici. On est vraiment très honorés. Moi, en tout cas, voilà, je suis, Avec plaisir, je suis pas très. je suis C'est facile de me contacter et que je sois là, tout va bien, la vie est belle. voilà, donc j'ai fini la présentation. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Et on vous écoute tous avec grande attention. Euh, oui, alors voilà, c'était quand on s'est contacté, voilà, ça faisait suite effectivement à cette vidéo et c'est toujours un peu délicat d'en parler si ben voilà si les gens n'ont pas vu, mais c'est grosso modo ce que vous venez de dire, une vidéo dans laquelle je défends, j'explique ce qui m'a amené moi aujourd'hui à avoir la position que je tiens, à me retrouver gestionnaire d'un magasin et gestionnaire aussi d'une partie média. On a une chaîne YouTube en France qui est un truc un peu assez suivi dans le monde du jeu, alors qu'à la base, j'étais pas du tout amené à ça. En fait, cette vidéo est le reflet d'un truc, c'est que le jeu, d'une manière ou d'une autre, comme d'autres activités culturelles, que peuvent être la chanson, que peut être le film, que peut être la littérature, vient parfois percuter la vie des gens, à travers, ça peut être sur des jeux éducatifs, à travers des jeux de société, d'autres choses, et quel impact ça peut avoir sur ma vie. Et au travers de ça, on comprend qu'en fait, le jeu, s'il a un impact sur la mienne, en fait, il peut en avoir sur la vie de tout le monde. Et c'était un peu le reflet de tout ça. Moi, j'ai débarqué dans le monde du jeu en 2007, donc il y a 15 ans, où je suis arrivé au passe-temps. J'avais 22 ans, j'étais tout jeune. Et, euh, et voilà, j'en suis encore là aujourd'hui. Et ce qui est ce qui est très parlant dans le monde du jeu, et on en parlait encore hier avec des collègues, c'est que le monde du jeu n'est plus du tout le même en 15 ans. Et à plus forte raison, ces 4-5 dernières années. Les bouleversements ont été assez conséquents. Et Philippe l'a dit tout à l'heure, mais la pénétration du jeu dans la société, et dans la société française, à plus forte raison, vous verrez pourquoi, s'est considérablement accru ces dernières années. Nous, ce qui nous amuse toujours au passe-temps, c'est qu'en étant une boutique, on va être au milieu de plusieurs visions périphériques. On va avoir toute la vision des gens, de nos partenaires, à savoir les éditeurs, les fabricants, les illustrateurs, avec qui on va discuter parce que c'est nous qui vendons leurs produits et qui les mettons sur le marché. Et puis d'autre part, on va avoir le retour aussi de toutes les ludothèques, tous les joueurs qui viennent et qui nous parlent. Et donc, ça nous a permis de voir de notre position toute l'évolution de ce marché-là, comment il s'était opéré et en réfléchissant un peu pourquoi il s'était opéré et qu'est-ce qui s'était passé. C'est ce que je vais essayer un peu de vous raconter et de vous transmettre au cours de cette intervention. Et si vous avez la moindre question, interrogation, il y a du texte qui est là pour le dire. Et puis, vous avez des micros, vous pouvez dire Simon, j'ai une question. Bon, très bien. Je peux sans doute y répondre ou expliquer des choses à travers ça. Du coup, ce que je peux vous en dire déjà du monde du jeu,
c'est que, en fait, le monde du jeu de société, c'est quelque chose de très, très riche. Ce qui n'a pas forcément l'air d'un point de vue extérieur. On se dit, ah oui, jeu de société. On sort quand même d'une culture commune qu'on peut tous avoir parce qu'on a tous grandi dans les années 60, 70, 80, 90, dans lequel on avait des référentiels qui étaient le Monopoly, la bonne paye. On sort tous d'un monde de références culturelles dans lequel le jeu de société est associé à MB, à Hasbro et à Parker, et dans lequel le jeu de société, mais c'est un truc très long et qui dure des heures, avec qui soit surtout pour les enfants. Ça, c'est un truc que notre culture du jeu commune nous a vachement ancré dans la tête. Et donc, on arrive tous au début des années 2000 et à la fin des années 90 avec cette image-là. Le jeu de société, c'est long, c'est vieillot et c'est pour les enfants. Et cette image-là, elle persiste encore en partie aujourd'hui, même si vous allez voir, elle a été considérablement battue en brèche. On va le voir. Le monde du jeu, tel que nous on l'entend en fait, quand on discute avec d'autres acteurs qui bossent dans le monde du jeu de société, bah aujourd'hui, on appelle ça le jeu de société moderne. Ça vaut ce que ça vaut comme terme, mais c'est une façon pour nous, gens qui travaillons et qui évoluons dans le monde du jeu de société, de dire nous faisons partie de l'école d'après. Et quand on parle de jeu de société moderne, on parle de jeu euh, tel qu'il a été bouleversé ces dernières années. La première fois que cette idée de en fait, on fait du jeu de société, on fait du jeu de société moderne, elle commence à émerger à la toute fin des années 90, 97, 98, 2000, avec la sortie d'un jeu en Allemagne qui s'appelle Les Colons de Catane. L'Allemagne a été le pays précurseur sur ça. Les Allemands n'ont pas la même vie que nous. Voilà, ils n'ont pas la même aussi européen qu'on peut avoir l'air et aussi semblables ont l'air nos sociétés et nos vies. Ben, c'est pas nécessairement le cas. Il y a des différences culturelles qui expliquent pourquoi les Allemands se sont emparés du jeu de société avant nous. Nous, Français, quand on reçoit des amis à la maison, et ben le soir après manger, y a pas en fait on passe toute soirée à manger, à être à table et à dire quand on reçoit des gens, en fait on reçoit des gens à manger et l'activité principale de la soirée sera manger. Les Allemands, non, c'est pas le cas. Quand vous allez manger chez des gens en Allemagne, le repas ça dure 20-30 minutes grand max, mais vous n'allez pas passer la soirée à table en train de manger justement. Vous allez ensuite passer la soirée à faire autre chose. Vous allez aller au bowling, vous allez regarder un film, vous allez sortir par du karaoké ou j'en sais rien, mais surtout, vous allez jouer à des jeux. Vous allez profiter de la soirée pour ça, parce que leur façon de passer les soirées est fichue comme ça. Donc le jeu de société en Allemagne a beaucoup, beaucoup plus infusé parce que ils avaient un temps sociétal pour s'emparer du jeu de société. Et je vous parle de ça entre adultes. Donc, les Allemands ont été très précurseurs sur le jeu et ont une culture du jeu bien supérieure et bien plus forte que la nôtre et n'ont pas nécessairement notre histoire de nous aussi marquée par le Monopoly, Hasbro et les jeux pour enfants. Et c'est en Allemagne qu'apparaissent du coup les premiers jeux, ce qu'on peut considérer comme les premiers jeux modernes. Qu'est-ce que c'est et c'est quoi ça change quoi en fait un jeu de société moderne par rapport à un jeu de société normal? Ben, l'exemple même c'est les colons de Catane. Quand vous jouez à ça, j'aurais dû vous attraper la boîte, je l'ai à côté, c'est une boîte d'un jeu de société. Ben déjà c'est pas un plateau, ce sont des tuiles, des petits bouts de plateau qu'on va recréer qu'on va mettre à côté, qui vont créer un plateau. Ça a l'air de rien, mais à chaque partie, vous allez avoir des nouveaux plateaux. Ah ouais, sympa. Et puis alors, c'est un jeu dans lequel on va construire des petites villes, des petites routes et des maisons sur une île. Très bien. On va construire des trucs sur un plateau. Ça, le Monopoly nous l'a bien expliqué. On peut arriver à le faire. On va acheter des dés, il y a des ressources qui vont apparaître, on va commercer entre nous et on va dire qui veut du bois, j'ai du mouton, j'ai du blé. On va venir coloniser toute l'île de Catane avec nos villes, nos routes, au fur et à mesure qu'on fait du commerce. Ce que ça change, le colon de Catane, c'est que déjà, quand vous avez votre boîte, la règle, vous la comprenez très aisément. Et vous allez mettre 15 minutes à lire la règle. Le jeu est là pour parler à des adultes. Le jeu va vous dire que ça, c'est un truc que vous pouvez jouer à vos amis en soirée. Autour de la table, quand vous allez y jouer, vous allez discuter avec les autres. Et vous allez discuter en dehors de votre tour. On n'est plus sur un bon vieux jeu, dire à chacun son tour, et pendant le tour des autres, on regarde ce qui se passe. Non, 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 non. C'est un jeu dans lequel on est actif.
tout du long dans les colons de Catane. La dynamique n'est pas du tout la même que dans les autres jeux. Les colons de Catane, il est euh, très chouettement fabriqué. Il y a des petits éléments en bois, le plateau, c'est qualitatif, on n'est plus sur des matériaux avec des petits bouts de carton, du plastique de partout qui fait un peu jouer pour enfants. Il est fabriqué de façon à ce que tout un chacun puisse s'en emparer. Ça dure dans le temps. L'édition, le dos de la boîte, il y a tous des canons standards pour dire, voilà, ça, tout un chacun peut s'en emparer. Ce jeu envoie ce message-là, ce jeu est aussi repris, ce jeu reprend tous ces codes-là et a des codes de diffusion très grand public. Le jeu de société en Allemagne a aussi un prix allemand qui s'appelle le Spiel des Jahres, qui est l'équivalent de ce qu'on pourrait connaître nous en France à travers le Goncourt ou c'est le plus proche en fait d'un idée, c'est vraiment un Goncourt, un Molière dans le monde du jeu. Et ben ce Spiel des Jahres, c'est un prix qui est attribué chaque année un jury qui dit voilà c'est lui. Ensuite vous allez retrouver le jeu qui est le Spiel des Jahres dans tous les magasins en Allemagne, mais pas la petite boutique du coin. Hein. Vous allez le trouver dans toutes les Fnac, les supermarchés, et un Spiel des Jahres en Allemagne, c'est 300, 400 000 ventes quand ça reçoit le Spiel des Jahres. Et donc, on a beau dos de dire que voilà, c'est vraiment un loisir qui fait jeu égal avec la littérature, avec d'autres loisirs de ce genre-là, d'autres divertissements culturels, on pourrait les appeler comme ça. Ça existe en Allemagne, mais nous, en France, on est loin de ça. Quand en 1999, Bruno Desch, le fondateur du magasin, que moi je suis le gérant, mais uniquement depuis un an, même si c'est depuis des années, quand il ouvre sa boutique de jeux Le Passe-Temps en France, waouh, c'est quelque chose. C'est quelque chose parce que la culture de jeu en France n'est pas du tout la même et que quand vous rentrez dans le passe-temps, là, je vais dire la moitié, même pas, les 3/4 des boîtes de jeux sont en allemand. Parce que c'est des trucs qui sont importés de là-bas. Avec des titres allemands pas possibles et bien souvent des thèmes, des graphismes. On n'a pas non seulement forcément toujours les mêmes goûts en termes d'illustration, de choix de jeu. Donc vraiment, on a un truc super clivant. Quand vous rentrez dans un magasin de jeux en France en 1999, vous avez l'impression d'être vraiment à Stuttgart. C'est très particulier, cette ambiance-là. Et vous trouvez des gens vous trouvez des traductions à l'intérieur pour des gens qui vous traduisent les règles du jeu. Voilà ce qu'était le monde du jeu en 1999. Et du coup, en France, on n'était pas du tout avec ces codes-là. Les colons de Catane commencent à arriver en France et commencent à se diffuser. Et petit à petit, quand vous avez joué à ça, quand vous avez joué aux colons de Catane, vous vous dites, c'est ça les jeux en fait. C'est pas, on n'est plus du tout sur des trucs qui prennent la poussière dans le grenier et qui sont faits, qui durent 4 heures et où on s'ennuie intrinsèquement. Moi, je fais partie de cette génération de joueurs qui un jour ont joué aux colons de Catane et je me rappelle très clairement m'être pris une claque. Le jour où j'ai joué à ça, vraiment par hasard, des gens qui avaient acheté ça en mode tiens, achetons un jeu. Ou comme on pourrait dire, tiens, je me teins les cheveux en jaune ou tiens, je vais faire une recette de gâteau avec du carambar. Comment une expérience, je vais acheter un jeu. Sauf que en jouant à ça, je m'empare de ça, mes amis aussi, et on se dit, waouh, mais c'était trop cool ce truc-là. Vas-y, on en refait une partie. Et puis à la fin de la partie, on se dit, demain, on a refait une partie. Ouais. Et ça, cette phase-là de ma vie, elle a duré bien un an dans lequel 2-3 fois par semaine, j'allais jouer au colon de Catane en boucle et en boucle et en boucle. Ce sentiment que j'ai vécu moi, je suis pas le seul à l'avoir vécu. Il a été propulsé par repropulsé par plusieurs autres jeux qui, eux aussi, ont gagné le fameux Spiel des Jahres, ce prix allemand qui est l'équivalent de notre Goncourt. Il y a 3-4 jeux assez fondateurs qui sont émergents de cette nouvelle école de jeux de société. C'est les colons de Catane, c'est les aventuriers du rail et c'est Carcassonne. Vous tous que vous êtes, vous avez très certainement, très probablement, si vous vous intéressez un peu au jeu, jouer à ces jeux-là. Vous les avez vus, ils existent sans doute dans votre paysage ludique. Ces jeux-là, donc voilà, on commençait à propulser ça et petit à petit, les gens se sont dit, en fait, c'est pas mal les jeux de société et c'est plutôt cool.
Ce qui a fait que forcément, les jeux commençaient à être achetés de plus en plus. Parce que vous avez joué au Call of Catan, c'est cool d'y passer un an, mais un jour vous dites, ah, il y en a peut-être d'autres. Et vous commencez à acheter des aventures du rail, vous commencez à acheter Carcassonne, et vous commencez à jouer à tout plein d'autres jeux. Vous commencez à jouer à tout plein de jeux français. Il y a une maison d'édition, début des items, comme je vois dans les commentaires. Voilà. Plusieurs personnes partagent mon expérience de joueur. Vous allez du coup dans des boutiques de jeux et vous allez commencer à regarder et vous dire il se passe quoi d'autre en fait dans le monde du jeu. Vous allez taper jeux de société sur internet et vous allez tomber sur des sites de référence tels que pouvait être à l'époque Trick Track, qui était autrefois le média central du jeu de société, et vous allez commencer à partir à la découverte de tout ça. Vous allez vous rendre compte que il y a des auteurs en fait qui font des jeux. Ah, mais oui, en fait, c'est pas que Hasbro qui fait des jeux, c'est pas juste une société qui fait du marketing et qui met un logo. Non, non, en fait, il y a des gens derrière tout ça. Et quand vous achetez vos boîtes de jeux, vous commencez à voir qu'il y a des noms. Alors, c'est des noms en France qui commencent tous par Bruno. Ah, il y a Bruno Faiduti. Ah bon. Ah, il y a Bruno Catala. Ah bon, c'est pas les mêmes, c'est qui? Ah, il y a Serge Lager, il y a d'autres gens. Et vous commencez à vous dire, à voir ces noms apparaître sur votre boîte de Citadel, sur votre boîte des Chevaliers de la Table Ronde. Et puis, quand vous tapez ça sur Internet, vous tombez sur Monsieur Bruno Faiduti, qui est un auteur et qui a un site Internet qui s'appelle La Ludothèque Idéale de Bruno Faiduti. Et là, vous dites, la Ludothèque Idéale? Ça a l'air fou, ça, d'avoir une ludothèque idéale. Qu'est-ce que c'est? Et vous commencez à regarder et vous dites, ça, il faut absolument dans toute bonne ludothèque. Et celui-là aussi. Je les veux. Je veux les acheter, moi aussi. Je veux jouer à ça. Je veux que ça soit aussi fou que les colons de Catane et je veux m'y marcher là-dedans. Est-ce que vous vous rendez compte à chaque fois que vous achetez un jeu de société, c'est pas le même que celui d'avant? Ah bon, il n'y a plus d'histoire de commerce, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de boîte. Non, 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 non. Là, celui-là, c'est coopératif. Moi, c'est quoi coopératif? On va tous jouer ensemble contre le jeu. Ah ouais, on peut. Eh oui, ça, c'est le docteur Knizia, qui est l'auteur de jeu le plus prolifique au monde et qui a fait 700 jeux et des œuvres majeures. C'est un peu le Stephen King du monde du jeu, quoi. C'est le mec qui a sorti les trucs un peu les plus majeurs de ces dernières années. C'est le Steven Spielberg du film. Nous, on a le docteur Knizia, un docteur en mathématiques allemande. Aussi peu sexy que ça a l'air, ce mec, quand vous jouez à ces jeux, vous prenez des claques, c'est des leçons d'élégance. Ça tient sur 20 lignes de texte, d'accord. Ça a l'air d'être des jeux avec des 2 bleus et des 4 verts. Vous avez l'impression de rejouer au Uno ou de rejouer à des choses assez basiques, voire même à des jeux abstraits. Vous prenez des claques tellement c'est malin, c'est toujours hyper ciselé. En 2 lignes de règles, juste je joue une carte à mon tour, il va se passer un milliard de choses fabuleuses et qui ont des conséquences stratégiques toutes fines, toutes simples et méga percutantes. Ce docteur Knizia, un jour, il est contacté par une maison d'édition qui lui dit, tiens, ça serait cool, parce que là, il y a les films et tout qui vont sortir, il va se passer bientôt que nous fassions un jeu sur le Seigneur des Anneaux. Et lui, il fait un jeu coopératif sur le Seigneur des Anneaux. Et c'est un des premiers jeux du genre. Dans ce cas, vous vivez, vous êtes tous les personnages du Seigneur des Anneaux et vous n'allez pas jouer les uns contre les autres, vous allez jouer contre le jeu qui fout des bâtons dans les roues. Oh, c'est trop cool. Les Chevaliers à la Table Ronde, c'est l'idée aussi, mais cette fois-ci, il y a un traître à l'intérieur. Parmi les joueurs, quelqu'un secrètement en mode loup-garou va essayer de vous faire perdre. Oh. Et petit à petit, vous vous rendez compte qu'en fait, dans cette diversité de jeux qui existent, ils sont tous très différents. Et ils vont vous faire vivre des soirées, et ce qu'on appelle l'expérience de jeu, totalement différente. Je sais, moi, j'ai pas grandi avec ce jeu-là, mais le jour où j'ai découvert ça, je peux vous assurer que j'étais en lévitation. Waouh, mais c'est ça que je veux faire dans la vie. Le jour où moi, la première fois que je joue au loup-garou de Tierce-Lieu, je n'en reviens pas d'à quel point ça peut être absolument trop fort comme expérience sociale autour de la table. On retrouve plein d'enjeux au cours d'une partie qui, justement, n'en a aucun d'enjeu. On se retrouve à devoir défendre des opinions à l'intérieur d'un groupe. On se retrouve à devoir être confronté à ce que renvoie notre propre image au sein du groupe avec des discussions qu'elles pourraient avoir l'air. On se retrouve à devoir convaincre. On se retrouve à devoir... Il y a tout plein d'enjeux sociaux qui se jouent au cours d'une partie. Et c'est aussi le bonheur d'un jeu de société. Il n'y a aucun enjeu, si ce n'est celui de s'amuser. Gagner, c'est même pas un enjeu. Ça ne devrait pas être un enjeu dans un jeu de société. Vous devez jouer un jeu pour vouloir gagner. Vous devez jouer un jeu pour respecter son but. Le but, c'est que je suis un loup-garou, c'est que j'élimine les autres. Le but, c'est que j'échange mon blé et mon mouton pour construire des villes. Mais ça ne doit pas être une névrose.
Ça, on respecte tous cette règle commune qui dit, ben, jouons, respectons le jeu et où est-ce qu'il veut nous amener. Mais est-ce que je vais gagner ou perdre? On pourrait dire, on s'en fiche un peu. Des moments les plus magiques dans les jeux, c'est pas nécessairement quand j'ai gagné, c'était des éliminations, des trucs qui m'ont fait vivre des trucs un peu fous. Mais voilà, ça devrait pas être ce but-là. Quoi qu'il en soit, voilà, à chaque fois qu'on joue, pour moi que je me mets à jouer à un jeu et que la France à ce moment-là commence à jouer à des jeux, bah, je suis pas le seul à faire ce constat-là. C'est ce dont parlait Philippe tout à l'heure dans la vidéo. Même si on a des parcours très différents, on n'a pas joué au même jeu, joué au même moment, bah, ce que j'explique à travers ça et que je vous explique encore aujourd'hui, que bah, le jeu a des conséquences sur nos vies et sur notre façon de percevoir les choses, bah, ça, on va tous le vivre, on va tous le partager. Moi, c'est Catan, c'est Loup-Garou, c'est d'autres jeux qui sont venus percuter ça, et d'autres encore dont je vous parlerai après. Mais vous aussi, il y a des tas de moments où en fait, le jeu a eu une conséquence sur votre vie, sur votre manière d'envisager la société, votre rapport aux autres. C'est quand moi, du coup, je me suis réfléchi à pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je joue autant. Bah, mon introspection m'a fait dire, mais en fait, dans mon enfance, dans tout mon parcours, le jeu a toujours été là. On est des êtres sociaux et sont des êtres grandissons, qui grandissons en jouant à des choses. C'est des éléments très marquants de notre. On apprend en fait en jouant quand on est enfant. Et moi, ça m'amuse toujours des gens qui me disent, oh ben, moi, j'aime pas ça les jeux. Enfin, en fait, humainement, on ne peut pas ne pas aimer les jeux. Ça n'a pas de sens. L'être humain n'est pas fait pour. On peut ne pas aimer tous les jeux. Et ça, c'est une évidence. Mais il faut le dire, parce que les gens, quand ils disent j'aime pas les jeux, dire bah, je joue au Scrabble, j'ai pas aimé, j'aime pas les jeux. Bon, bah, d'accord. Est-ce que vous allez au cinéma dire j'ai vu ça, mais évidemment, j'ai pas aimé, j'aime pas les films? Bon, bah, c'est pas aussi réducteur que ça. C'est très très dur humainement de pas aimer les jeux. Il y a toujours des choses qui vous amusent. Et je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui n'aime pas les jeux. C'est pas possible. Ce constat-là, voilà, est-ce que le trait s'appelle Mordred dans les Chevaliers à table ronde? C'est exactement ça. Dans l'extension, il y a même Mordred qui arrive avec ça. Ce constat que je fais et que je débarque dans le monde du jeu et qu'en fait c'est cool et que je commence à essayer de regarder tout ce qui se passe à droite à gauche et je suis pris un peu de cette boulimie de jeu, ben je suis pas le seul à la vivre cette expérience-là. Et petit à petit, ben, le magasin qui est le passe-temps, ben, il devient de moins en moins une espèce de repère de geek du jeu de plateau, ben, ça commence à s'ouvrir de plus en plus. Les maisons d'édition commencent à grandir parce que bah, les aventures du rail, bah, ça se vend très très bien. On commence à parler de centaines de milliers d'exemplaires de vente. Les colons de Catane, de même. Carcassonne, de même. Et donc, bah, ça fait rentrer de l'argent, donc ça donne des billets pour embaucher des illustrateurs, payer mieux rémunérer les auteurs et créer un cercle vertueux de création à travers tout ça. Et donc, petit à petit, le monde du jeu monte en gamme et propose des jeux toujours plus innovants, des fabrications aussi toujours plus percutantes. La qualité d'édition d'un jeu en 1999 et aujourd'hui, ça n'a mais rien à voir. En 99, vous avez des bouts de carton tout moches. On dit, oh, on a mis un 2 bleu et un 1 sur la carte, ça ira très bien. On a mis un petit jeton en carton de cette taille-là parce que ça ira très bien. Ben ça a beaucoup évolué. Évolué aussi parce que les pratiques de consommation ne sont pas les mêmes. J'y viendrai après. Voilà donc ce qu'est le monde du jeu et comment il est en train de grandir petit à petit. Ça monte progressivement, sûrement. Il n'y a pas de marqueur, il n'y a pas de temporalité, mais je vous dirais que le monde du jeu suit cette évolution, tout, lente et sûre, jusqu'à quelques temps un peu avant la pandémie et le confinement qu'on a vécu là. Et donc, le marché du jeu est en croissance de 10-15% année après année. Pof, pof, pof. Et donc, quand souvent on venait me dire ah, dis donc, mais j'ai l'impression que c'est revenu à la mode, les jeux de société. Je sais pas, c'est pas ça en fait une mode. Une mode, c'est pif, un phénomène qui apparaît et qui est voué à redisparaître. Ben oui, vous pouvez prendre la parole, poser des questions. J'ai tendance à parler d'un trait, c'est infernal. Mais oui, Élise, avec grand plaisir. Super. Du coup, en fait, j'ai vu, il y a des pénuries de papier carton. Je l'ai vécu moi aussi, comme j'ai édité un jeu pédagogique, un serious game. Et du coup, il y a effectivement un essor du jeu de société, mais
il y a aussi justement ce problème écologique qui fait que, aussi en termes de matières premières, on arrive à court, on a des problèmes aussi pour éditer plusieurs jeux. Du coup, ça fait un petit peu ouais, un complexe à régler. Je ne sais pas ce que tu peux dire par rapport à ça. Alors, on y est. J'ai un truc qui s'appelle jouer en 2022 et qui est un des points très, très crucial de ça. Donc, on est d'accord on est d'accord sur tout ça. J'y viens juste après. On est en plein dedans en ce moment. La preuve, je ne suis pas le seul. Tu es aussi là-dedans en ce moment. Ben, c'est en partie ce qu'a fait qu'il y ait une bascule à un moment. La France commence à jouer de plus en plus. Il n'y a pas ce phénomène de mode, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et le jeu s'installe dans nos sociétés. Et à un moment, il y a un truc qui s'appelle le confinement. Boum, on va se retrouver tous coincés chez nous. Nous, on a opéré un petit virage un petit peu avant ça. On s'est lancé en tant que, pour expliquer nos spécificités, on s'est lancé en tant que média, je vais dire, un an avant. On était une boutique et on conseillait des jeux aux gens toute la journée. Ce qu'on trouvait, c'est que dans les médias qui existaient dans le monde du jeu, en fait, on ne retrouvait pas le ton que nous, on pouvait avoir en boutique et que ça ne correspondait plus à nos attentes. À savoir, ce qui se faisait beaucoup, c'était on reçoit des gens, en vidéo notamment, on se filme et on va vous filmer des parties, vous aurez qu'à les regarder, vous saurez comment ça se joue. Je dis, moi, mes clients, quand ils viennent au magasin, je ne m'installe pas autour d'une table, je dis, vous voulez savoir comment ça se joue? Regardez, je vais faire une partie, regardez bien, vous verrez, c'est pas possible. Et donc, on s'est dit, il faut propulser ce qu'on fait, nous, au magasin, en vidéo. Et donc, on a retranscrit nos conseils qu'on pouvait avoir tels qu'à la boutique, à savoir, je vais vous expliquer un jeu en 1 minute, ce que j'ai pu faire avec Catan ou avec d'autres trucs, en vidéo. Et ça, l'idée qu'on avait de dire, c'est comme ça, nous qu'on aimerait qu'on nous parle de jeux, on n'est pas plus malin que tout le monde, du coup, on est un peu comme tout le monde. Et donc, les gens s'en sont emparés aussi. Et donc, il y a eu un essor de notre chaîne YouTube sur lequel on présentait les dernières nouveautés qui pouvaient paraître, les jeux qui nous avaient plus parlé dans nos vies, un peu comme je viens de le faire là. Cette partie chaîne YouTube a commencé à monter assez sûrement. Et là où les chaînes YouTube françaises et les médias étaient habitués à ça fait 2000, 3000 vues, nous, on a débarqué avec des trucs qui faisaient 50, 100 000 vues. Et ça a été un peu un bouleversement dans le monde du jeu de dire, il y a un changement de ton. Et surtout, on parlait maintenant aux nouveaux entrants. On ne parlait pas aux joueurs historiques comme moi, qui certes pouvaient bien aimer regarder des parties de jeu. Mais moi, ma mère, elle va jamais regarder une partie de jeu des Colons de Catane pendant 1 heure. Moi, je voulais faire du contenu qui parle à ma maman. Alors, pas pour parler à ma maman, j'ai son numéro, je peux l'appeler. Mais pour dire, je voulais parler au grand public. Je voulais ouvrir les portes. Ce qui me semblait être la vocation aussi de mon métier de ludicaire, de vendeur de jeux. Arrive le confinement et où on a compris au fur et à mesure qu'on allait tous être enfermés chez nous, à gauche, à droite, les uns les autres. Et là, aussi paradoxal que ça peut vous paraître, je me rappellerai très bien. Donc, on commence à avoir des bruits comme quoi on va être confiné. Et ça m'a fait l'équivalent de comme si j'avais bu 15 cafés ou 12 Red Bull ou pris de la cocaïne. J'ai plus l'expérience du café et du Red Bull, désolé je ne sais pas exactement c'est pareil. Donc, mais voilà, ça m'a fait cet effet-là, je me suis retrouvé survolté. J'ai eu des gens au téléphone dire on va être confiné, ok, je veux plein de jeux, livrez-moi plein de trucs. Je me suis dit, ce temps-là, la société va s'arrêter. Et on va être chez nous avec du temps. Et c'est hyper rare comme expérience socialement d'être chez nous avec du temps. Moi, je vis à Toulouse, je gère un magasin, je gère une chaîne YouTube, autant vous dire que le temps, si je pouvais en acheter, je serais le mec le plus pauvre du monde, tellement j'en voudrais. Et là, je me dis, on va en avoir. Et ça me met dans une euphorie folle. Et puis, après, c'est des questions de caractère. Je me suis dit, est-ce que je vais me retrouver déprimé à dire, oh là là, mon Dieu, quel enfer, quel truc. Puis je dis, non, allez, on se laisse pas abattre et hop, on y va. Et donc, à ce moment-là, j'ai bien conscience que le jeu de société va avoir une place dans la société telle qu'il l'avait jamais eu auparavant. On se met tout en branle avec mon équipe pour dire allez, on va faire des vidéos, on va faire des lives, on va propulser nos conseils de jeu à travers les vidéos pendant toute cette période-là. Et ça a été une période en France dans laquelle jamais autant de Français ne se sont mis à jouer.
Et l'évolution qu'on a pu avoir de dire, oh bah, année après année, il y a des gens qui débarquent. Et notre aspect qu'on a vu en vidéo, de dire, tiens, mais on voudrait ouvrir des portes. Boum, la France entière a foncé à l'intérieur. Et le jeu de société, le boom inattendu, voilà, Guillaume met un article du Monde qui parlait de ça. Je crois que l'article est assez... il y a encore des articles assez récents là-dessus, les médias, même généralistes, en ont parlé. La France entière s'est mise à jouer. Ce qui s'est traduit après par une explosion des ventes, par une explosion de la demande, et par le fait qu'aujourd'hui, en fait, dans la société, bah, tout le monde joue. Un des jeux les plus révélateurs de cette période-là, c'est ce jeu tout moche et affreux qui s'appelle Skijo. Quand ça sort ce truc-là, tout le monde se dit, bon, ben, le monde du jeu n'a rien appris de ces 20 dernières années. C'est allemand, c'est hyper laid, le nom, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le dos de la boîte est nul que ça en peut plus, et ça se vend sur Amazon pour 3 copecs, et donc tout ce qui était les fondements de nous, de ben non, un jeu, il faut qu'il y ait le nom de l'auteur dessus, il faut que ça soit beau, il faut que le jeu, il y ait ça, il y ait le nom de l'auteur, il y ait des illustrateurs marquants, il y ait des maisons d'édition propulsées par les conseils, pas du tout. Ça, c'est un raz-de-marée, ce truc-là. C'est des centaines de milliers de ventes, mais immédiatement, et surtout, ça va parler à des gens qui ne jouaient pas du tout auparavant. Autant je vous dis, moi je faisais des vidéos pour essayer de parler à ma maman elle regarde parce que c'est moi et parce que de temps en temps il y a 2-3 bêtises, et qu'on essaie de pas trop être lénifiant en vidéo et que c'est un peu rigolo. Mais le sujet, elle s'en fiche un peu. Sauf que ça, elle y joue. Sauf que ça, elle demande à y jouer. Et c'est pas la seule en France qui s'intéresse à ça et qui demande à jouer à ce qu'il joue. Ce truc-là a converti. Regardez, hop là, il y a un placement de produit chez Philippe en même temps. Hein, il touche 10% de tout ça. La France entière se met à jouer à ce truc-là. Et ce truc-là, c'est con comme la lune. Vous commencez un petit jeu de cartes. Autant vous dire que stratégiquement, il n'y a rien. Autant vous dire que graphiquement, il n'y a rien. Mais c'est trop cool. Vous jouez à ça, c'est très nul. Ouais, vas-y, on en refait une. Allez, on en refait une. Vous en refaites une autre. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais bon, on en refait une parce qu'on s'est bien marré. Ça doit être parce que c'est mauvais qu'on s'est bien marré. Et vous commencez à y jouer, et vous ne vous arrêtez plus de jouer à ce truc-là. Moi, pendant 2 mois de ma vie, j'ai joué qu'à ça. C'est comme si Augustin Trapenard vous disait, moi, pendant 2 mois, j'ai lu le même livre en boucle. Ah bon? Parce que moi, c'est un peu ça. J'ai arrêté de jouer à tout pour me concentrer uniquement là-dessus parce que c'est un jeu qui vous reconnecte avec l'essence même du jeu, un truc super fédérateur. Vous y faites jouer tout le monde à ce jeu-là. Tout le monde a envie d'y jouer, tout le monde s'en amuse. Et dans le jeu, il n'y a pas grand-chose. Il y a une petite notion de je prends des risques, est-ce que je pioche, est-ce que je retourne mes cartes, mais qui est très léger. Mais il reste surtout un truc, le fait qu'autour de la table, on se chambre, on se marre et on se taquine les uns les autres. Il reste juste l'essence même du jeu. Et ce plaisir-là, vous pouvez le partager avec vraiment n'importe qui. Et c'est une leçon hein, pour tout le monde dans le monde du jeu qui n'avait pas vu venir ce jeu-là. Ben, parfois, ça ne sert à rien d'être le meilleur auteur, le meilleur illustrateur, la plus belle maison d'édition de jeux. Bah, et la meilleure trouvaille, qui aura la meilleure mécanique, bah, il y a un plaisir simple à se reconnecter avec les jeux que nous a appris ce jeu-là. Ce truc-là, il est énormément joué pendant toute la période du confinement et encore de nos jours, c'est dans toutes les boutiques de France le jeu le plus vendu, donc le plus acheté, semaine après semaine. Et donc, sans doute un des trucs les plus joués en France. C'est redoutable. Nous, au magasin, c'est la blague. Hein. Tous les mois, tous les éditeurs nous sortent des projets sur lesquels ils ont travaillé pendant des années pour nous dire oui, alors on a mis une campagne de communication et des auteurs, des illustrateurs, tout le même. Ben, c'est toujours ça On a fait un festival du jeu, le festival du jeu de Toulouse, l'alchimie du jeu il y a 15 jours. 15 000 personnes, tous les éditeurs de France qui se déplacent pour mettre des avant-premières, faire venir des dédicaces des auteurs, tout ça. Et ben, dans le top 10 des ventes, il y a encore ce qui joue. Mais sans doute qu'à Angoulême, je sais pas, au salon de la BD, bah, il y a peut-être toujours un bon vieux Amélie Nothomb qui se retrouve toujours dans le top 10 des ventes. Hein. C'est possible. Mais c'est devenu immédiatement un classique. Le confinement fait que tout le monde joue. Les gens s'emparent de tout ça. Et lors des déconfinements, les magasins de jeux sont remplis de monde avec une jauge et tout. Mais les chiffres d'affaires de toutes les sociétés ont doublé. Le nombre de maisons d'édition, de gens qui se disent « Ah ben en fait, c'est vrai que le jeu c'est cool. Vas-y, moi aussi je vais faire du jeu. »
Ça a explosé le nombre de maisons d'édition. Je crois qu'actuellement, je reçois 1 à 2 mails par semaine de gens qui ont monté des maisons d'édition. Ils disent, voilà, j'ai créé mon jeu. Comment je peux le diffuser? Est-ce que vous pouvez me donner des conseils? Alors qu'encore il y a 15 ans, c'était par mois qui montaient ces maisons d'édition. Et encore. Donc, ça a totalement explosé. Nous, on a été un peu le reflet de ça à travers YouTube. Notre chaîne a pris une ampleur qu'on n'imaginait pas tellement, en fait, à travers ça. Et de partout en France, maintenant, les gens viennent nous voir pour dire, ah, vous avez vu en vidéo, c'était cool, parlez-nous de jeux, montrez-nous des jeux. On est devenu un des médias références là-dedans, alors qu'en fait, ce qu'on voulait, c'est juste faire notre boulot de boutique en vidéo. On en arrive à c'est quoi jouer en 2022? Il se passe quoi dans le monde du jeu en 2022? Et qu'est-ce que cette euphorie de jeu a comme conséquence pour tout un chacun aujourd'hui? Eh bien, Philippe l'a dit, on arrive à trop de jeux cette année. Dans le monde du jeu, il sort environ sur le marché, rien que du jeu de société, jeu de plateau, jeu de cartes, 1200, 1300 jeux par an. 1300 nouveaux produits. Alors, il y a des jeux, il y a des extensions, il y a des trucs. Mais en fait, ça fait 3-4 jeux par jour. Et il y a une masse de joueurs en France. Mais c'est trusté par des grands best-sellers qui vont tracter la charrette, qui vont faire que, lentement mais sûrement, les gens vont jouer à l'un, puis à l'autre, puis à l'autre. Donc, les 1500 jeux vont être accessibles par ricochet. Et aujourd'hui, du coup, il y a un énorme engouement, mais il y a aussi beaucoup de propositions. Et derrière chacune de ces propositions, il y a des gens, il y a des maisons d'édition qui ont sorti des jeux, qui ont édité des choses, qui se lancent à, oui, allez, on y croit. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que le marché décélère. Tout un chacun s'est repu de jeu pendant cette période-là, a découvert le monde du jeu. Et comme toute personne telle que moi j'ai pu l'avoir à l'époque, il y a une boulimie de ah, je veux découvrir celui-là, et je veux découvrir celui-là, et je veux découvrir celui-là. Et on est passé en 2019, 2020, 2021 à des gens qui ont une boulimie de consommation de jeux, de découverte de jeux, parce que le jeu se découvre en l'achetant, donc en le consommant. Même s'il y a des ludothèques, tout ça, un des vecteurs premiers, c'est l'achat de jeux. Ce qui a une conséquence, à un moment, ça sature. Chez vous, vos placards sont pleins de jeux. Vous ne pouvez plus autant en acheter. Et puis à un moment, c'est un budget d'acheter un jeu. C'est que ça coûte cher à fabriquer, ces petites choses-là. Et un livre, c'est du papier, on peut le recycler, on peut le fabriquer en France, c'est un peu simple. Le jeu, pas si simple à fabriquer. Des cartes, on sait fabriquer ça en France encore. Mais c'est à peu près tout. Un plateau de jeu, on ne sait pas fabriquer ça en France. Un pion en plastique, un petit pion, mais on ne sait pas fabriquer ça en France. Il n'y a pas d'usine de plastique en France. Vous ne voulez pas d'usine de plastique à côté de chez vous. Déjà que bon nombre d'entre vous ne veulent même pas d'éoliennes. Alors, usine de plastique, je vous en parle même pas. Mais en fait, vous voulez des jeux de société. Vous ne voulez pas qu'ils soient fabriqués à côté de chez vous. C'est comme ça. Je peux comprendre. C'est normal. Tout ça, du coup, c'est fabriqué à l'autre bout du monde. C'est fabriqué en Chine, c'est fabriqué en Pologne, dans d'autres pays qui ont ces machines-outils, qui ont ce matériel-là pour le faire. Et puis, si avant, vous étiez 100 000 en France à acheter un jeu chaque mois, je vous dis ce chiffre-là, mais ça doit être à peu près ça. Aujourd'hui, vous êtes 1,5 million, 2 millions à acheter un jeu chaque mois en France. Mais c'est que ça fait 20 fois plus de papier et de plastique, cette histoire-là. Et bien, à un moment, il n'y a pas assez de pâte à papier. C'est aussi bête que ça. Il y a aussi un truc qui s'est passé en France, c'est que la France entière s'est mise à faire des puzzles pendant le confinement. Et bien, à un moment, on s'est retrouvé en pénurie de pâte à papier faire du puzzle. Et les gens disent, ouais, on veut du puzzle, mais il n'y en a plus. Comment ça, il n'y en a plus? Non, il y a pénurie, c'est comme pour les pâtes. Hein. Vous avez tout mangé, vous avez fait des stocks, il n'y a plus. Et puis, les usines qui sont en Pologne, en Suède ou quoi, qui font des puzzles, et bien, elles étaient habituées à commander 30 tonnes de pâte à papier par an. Tout à coup, quand il leur faut en commander 200, un arbre, ça pousse pas dans la nuit. Donc, c'est compliqué. Donc, on en arrive à une situation telle qu'on a aujourd'hui. Je
je crois que certains en ont entendu parler. L'inflation, oui, elle est là. Elle est là. Elle est là aussi dans le monde du jeu. Parce que bah, s'il n'y a pas assez de stock de papier, eh ben, c'est à qui le paiera le plus cher pour l'avoir? L'offre et la demande. Et si les usines elles ferment à Shanghai pendant X temps, bah, les jeux ne sont pas fabriqués pendant ce temps-là. Et tout le monde veut relocaliser. Tout le monde veut refabriquer ses jeux en France. Il n'y a pas trop d'usines en France. Alors on va aller en Pologne. En Pologne, ils savent fabriquer. Sauf que la Pologne, l'usine, elle était cadencée pour fabriquer une production de jeux par jour. Sauf que là, actuellement, ce qui se passe, c'est que tout le monde va voir les Polonais. Et les Polonais, bah, ils ont 20 demandes d'impression de jeux par jour. Ah, mais sauf qu'une usine, ben, ça ne se construit pas comme ça. Il faut les outils, il faut les gens pour les faire fonctionner. Et donc, ça sature, ça embouteille. Et nous, ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde du jeu, c'est un ralentissement total de tout ça. Parce que les gens ont trop consommé. Et parce que bah, on a maintenant trop de jeux. Trop de jeux cette année. L'an dernier, ce que la chanson que c'est Philippe, c'est que je m'amusais à faire l'immense bêtise de chanter tout le nom des jeux sortis au courant de l'année commerciale 2021. Sur l'ère de la compagnie créole, vous savez, il y a Colombine, Colombine, Harlequin, Harlequin. Eh ben, cette espèce de petit gimmick, Venturer du rail, Esquijo, 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 action, et celui-là, ça dure 28 minutes. C'est absurde, mais c'est le but. Je voulais faire une vidéo débile, une vidéo absurde pour montrer l'absurdité du truc. On est submergé de propositions, ce qui a des conséquences économiques et écologiques que je viens de vous citer là, parce que tout ça, il faut l'importer de Shanghai. Alors, ok, à la différence d'une bouteille d'eau cristalline, quand vous avez fini de votre partie de Cologne-Catane, vous n'allez pas le jeter dans la mer. Encore que d'aucuns pourraient. Écologiquement, un jeu, c'est 25 fois moins polluant qu'une PlayStation 5. Il y avait l'Union d'éditeurs de jeux en France qui a fait un petit tableau de à quel point c'est polluant, pas polluant. Ben, ça reste polluant. Parce qu'il a fallu l'acheminer. Parce qu'il est cellophané dans du plastique quand vous l'achetez. Bon, du coup, énergétiquement, écologiquement, c'est pas neutre. Et qu'actuellement en France, les éditeurs cherchent à développer des encres végétales, du papier recyclé. Mais ça change le comportement des gens. Moi, aujourd'hui, les gens dans ma boutique, ils arrivent, ils voient des jeux avec des figurines de partout. Waouh, ça a l'air trop cool. Et là, dans celui-là, il y a 14 plateaux pour les 14 aventures différentes que vous allez vivre. Et les plateaux, il y a des doubles épaisseurs. Comme ça, quand vous posez votre pion à l'intérieur, il y a une petite encoche dans laquelle votre plateau. Ah, waouh, c'est trop beau. Trop... Et puis, regardez, les jeux de papier glacé, trop cool. On veut ça. C'est chouette. Et puis, l'histoire de l'humanité nous a appris que ça, c'est ce qu'on peut. C'est super beau. Si on veut un jeu écologique fabriqué en France, ça veut dire que tout ça, oui, ça disparaît. Votre figurine, là, qui a fallu faire des moules, de presser en fonte et tout, catastrophe écologique absolue. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il va falloir apprendre à ce que notre figurine ne soit plus dans le jeu. Ah, et c'est très bien beau de dire ah oui, le changement écologique, faut qu'il ait lieu, parce que le rapport du GIEC, il a dit que mais quand je peux vous assurer que le nombre de fois où au magasin on me rapporte une boîte, c'est inadmissible, le coin il est cordé, remplacez-la moi, renvoyez-moi un jeu neuf. Ah ben on n'y est pas. Hein. On n'y est pas sur le rapport du GIEC. Parce qu'il va falloir s'habituer à ce que nos jeux, si une imperfection, c'est pas très grave, que ce soit du matériel. Et que la conséquence humaine pour vous de dire je vais supporter d'avoir un petit pet dans le coin de ma boîte qui dort sur mon étagère dans lequel j'en ai 300. Cette conséquence-là, elle est moins grave qu'avoir refabriqué un jeu, avoir le réacheminé pour vous le remplacer dans un truc cellophané. Il va falloir aussi prendre conscience de ça. Et je pense que le monde du jeu va devoir, comme tous les autres secteurs de vente et de consommation marchande massive, que le monde du jeu l'entende, que dans ses pratiques, arrive à le faire comprendre à nos clients, aux consommateurs, aux joueurs, aux joueuses, qu'un jeu a un coût écologique et qu'il ne faut pas nécessairement... Il y a une des bouleversements du monde du jeu qu'il y a eu ces dernières années, c'est Kickstarter, une plateforme de financement participatif. C'est de la pré-vente. Vous allez avoir quelqu'un qui vous dit « Waouh, regardez, ce jeu-là, je vais vous le faire dans 2023. Et il y aura telle figurine, et il y aura tel plateau, il y aura ça. » En fait, c'est de la vente à l'avance. Et pour vous donner, vous n'avez pas joué au jeu, vous ne pouvez pas dire « Ah, je le veux. » Je veux dire « Je l'ai vu, je le veux. »
Et donc, pour ce côté, je l'ai vu, je le veux, il va y avoir une débauche de matériel, de plastique, de choses. Ok, mais ça, il faudrait pas. Parce que chaque fois que vous voyez ça, chaque fois que vous êtes convaincu par ça, c'est clinquant tout ça, mais c'est catastrophique, écologiquement. Et ce modèle-là, qui est un des grands modèles, on parle des projets, c'est des millions d'euros dépensés, c'est des ventes partout à travers le monde. Quand vous pouvez pledger votre jeu, vous pouvez dire je veux être livré en Uruguay, je veux être livré et vous pouvez. Mais c'est fou parce que c'est un truc fabriqué en Chine, qui a été ensuite livré aux États-Unis, qui va être dispatché sur des plateformes en Europe et qui va partir. Pouah pouah, 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 pouah. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et justement, je ne sais pas du tout dans quelle mesure. Élise, pardon. Oui. Peut-être que là, de toute façon, il reste que 2 minutes à Simon. J'ai bien vu. Vous conclure, et après, vous pourrez prendre la parole. Ok, ça marche. De toute façon, j'en arrivais, j'avais l'heure sous les yeux, j'en arrivais à cette conclusion-là, de dire il va falloir que le monde du jeu évolue. Mais le monde du jeu ne peut pas évoluer plus vite que les mentalités des gens. J'ai encore eu quelqu'un qui m'a fait un mail pour me dire que c'était inadmissible, sa boîte avait une griffure sur le dos du couvercle d'une boîte qui était une extension. En fait, quand vous l'ouvrez, vous mettez tout votre contenu dans la boîte principale. Et en fait, votre boîte, c'est une boîte à chaussures. Et le monsieur, non, mais la collection et tout. Voilà, il va falloir que le monde du jeu évolue. On va y venir dans les années qui viennent. Mais c'est sans doute quelque chose qui a raté le monde du jeu, à vouloir trop plaire à tout le monde et trop, n'a pas porté ce message-là. Et aujourd'hui, on en porte les conséquences parce qu'on ne sait pas fabriquer un jeu écologiquement. On ne sait pas fabriquer un jeu en France facilement, rapidement. Et ça sera un des enjeux des années à venir, de comment le jeu de société pourra arriver à répondre à cette question-là, maintenant qu'il parle au plus grand nombre, comment il pourra parler bien et écologiquement au plus grand nombre. Je vous écoute, Élise. Alors, juste, merci beaucoup, Simon, pour cette présentation. J'ai eu plein de messages privés comme quoi c'est passionnant tout ce que vous avez dit. Donc, c'est vraiment super. Donc, on a une petite dizaine de minutes de questions. Donc, Élise, il y a quand même eu une petite réponse à votre question. Donc, on peut aller, sinon on prendra aussi les autres. Donc, Élise, je vous laisse la parole quelques secondes, mais rapidement pour qu'on puisse prendre les autres questions qui n'ont pas peut-être abordé les points que vous vouliez. Je vais faire vite, je vous écoute. Alors, en fait, ce n'était pas une question, c'était juste une réflexion et une illustration aux propos de Simon. Mais du coup, je peux m'en passer s'il y a d'autres personnes à qui on veut donner la priorité. Non, allez-y, Élise. Hein. Allez-y, franchement. Okay. Allez-y, vous. Ok, du coup, Simon parlait justement du problème de vouloir payer peu cher et à la fois d'avoir du local, etc. Et en fait, j'ai justement vécu ce problème-là parce que moi, j'ai édité un jeu qui était vraiment pour un public très ciblé dans une ville pour la promotion de la monnaie locale. Et en fait, la ville avec laquelle j'ai travaillé voulait que le jeu revienne à 25 € maximum, mais que le jeu en entier soit produit dans la ville. Et du coup, c'était impossible à tenir en fait quand on veut que les tuiles, que les cartes et que les pions et la boîte soient faits dans une petite ville. Pour 25 €, c'est tout juste impossible. Et voilà, du coup, On est d'accord. Je comprends tout à fait ce problème. Oui, je lisais les commentaires. Est-ce que les gens ne doivent pas préférer une expérience sociale plutôt qu'un bien matériel? Oui, bien sûr. C'est ce que je défends en disant ça. C'est que ça, matériellement, c'est nul. Il n'y a pas d'auteur derrière, mais il reste juste le jeu. Et c'est ce que doit nous rappeler l'expérience de Skijo. C'est ce que doit nous rappeler l'expérience des loups-garous de Kercelieu. C'est qu'à la base, c'est un jeu qui est fait par, je crois que c'est un enseignant qui avait ça, qui était une sorte d'expérience sociale qui s'appelait Mafia, qui était un jeu russe. Et ça joue avec des papiers, des croix, des ronds. Et c'était un des jeux les plus forts socialement, alors qu'il n'y a aucun matériel. Un jeu n'est pas bon parce que le matériel est fantastique et fabuleux. Et ça, il faut continuer à le marteler. Tu avais une intervention à faire, Philippe, peut-être tu voulais dire quelque chose. Non, en fait, je voulais vous lire les questions pour que ce soit plus simple, mais ensuite, on a Thierry Secville donc, qui a créé l'association qui s'appelle la Guilde des ludopédagogues francophones, qui vous demande si vous avez des jeux de société d'apprentissage. Est-ce qu'effectivement, si je peux me permettre, Thierry, d'aller un peu plus loin, vous avez
une partie un petit peu jeu éducatif ou globalement pour vous, même quand ils sont un peu éducatifs, c'est avant tout des jeux, donc ils font partie d'une structuration ou d'un rayonnage pas spécifique? Simon, c'est pour vous la question. Ah, pardon, Pardon, est-ce que j'ai cru que vous posiez la question. je pose la question de quelqu'un. Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a le jeu tel que je l'entends et tel que je peux le défendre. Ce que je vous dis au début, c'est du jeu absolument sans enjeu. Je trouve que c'est un des bienfaits du jeu, c'est que c'est une des rares activités dans lesquelles on n'a aucune pression, aucun enjeu en fait. Le jeu n'a pas de conséquences, si ce n'est celle de partager un moment divertissant. Alors on dira oui, mais le jeu apprend des choses. Oui, certes, mais c'est parce que c'est le partage avec les gens qui fait que ça apprend des choses. À partir du moment où le jeu devient éducatif, le jeu a une intention, a un message à faire passer, et donc ça sort un peu de l'enjeu, de la manière dont moi je peux l'envisager derrière. Et je trouve que les jeux éducatifs qui performent le mieux et résistent le mieux, c'est ceux dont je pense à un jeu de chez ABBA qui s'appelle Opération Amun-Re, qui est mon jeu de référence quand je veux vendre un jeu, quand je conseille un jeu à une institutrice, un instituteur, pour faire des maths aux enfants sans ça. C'est un jeu dans lequel on fait des calculs mathématiques pour désactiver des lasers dans un musée et arriver à passer. Ah, trop cool et tout. En fait, on est en train de faire des maths en jouant à ça. Mais on s'en rend pas compte parce que c'est avant tout un jeu. Parce qu'avant tout, le but du jeu, la conséquence, c'est qu'on a appris des choses. Mais c'est pas l'intention du jeu de vous apprendre des choses. C'est moi le jeu tel que je l'entends, je défends plus. Est-ce que le jeu qui veut vous apprendre, qui dans la vocation, l'intention première est de vous faire apprendre quelque chose reste un jeu, c'est pas suffisamment mon domaine de compétences et d'études pour que je le mette en rapprochement, mais j'aurais tendance à vous dire qu'il y a encore un gouffre entre les deux. Et les jeux qui réussissent le mieux sont ceux dont l'intention première est de faire jouer et dans lequel l'apprentissage n'est qu'une conséquence. Non, c'est très intéressant ce que vous dites, Simon, puisque en fait, ce colloque, globalement, de ce qu'on entend depuis les éditions précédentes, on est dans la même longueur d'onde. C'est-à-dire que les jeux qui nous sont présentés actuellement sont des passeurs, des prétextes parfois pour faire acquérir de la connaissance d'une manière meilleure, on espère, mais en tout cas, vous avez parlé un petit peu de cet aspect où il n'y a pas d'enjeu, et dans beaucoup de nos travaux, si vous pouvez écouter un petit peu, enfin, on vous passera de toute façon les documents, vous verrez que finalement, ce qu'on recherche dans l'usage des jeux, c'est un petit peu le lâcher-prise et l'authenticité des gens. Et hier, une collègue enseignante d'anglais qui utilise le jeu de rôle Donjons et Dragons, dans ses cours d'anglais, nous disait que finalement, déjà, quand ils jouent, ils ne sont pas notés, les étudiants. Ils ne sont pas du tout évalués, puisque ce qu'on veut, c'est justement qu'ils jouent, et c'est grâce à ce jeu qu'ils vont finalement se laisser aller. Alors bien sûr, dans un cadre formel, nous, on a des limites pédagogiques aussi, où on voit que si le niveau, par exemple, est différent entre les meilleurs qui parlent anglais, les moins bons, ça ne marche pas aussi bien. Il y a plein de choses. C'est pour ça qu'on fait des travaux de recherche, justement, pour identifier les limites et essayer de les compenser. Mais c'est intéressant que votre vision, au bout du compte, corresponde à la nôtre, qui est celle de l'apprentissage quand même. Je vous parlais tout à l'heure de Bruno Fatuti, qui est un des éminents auteurs de jeux dans le monde du jeu et qui tient non plus à Ludothèque Idéale, mais un blog sur lequel il parle de création de jeux et de façon dont on comporte le jeu. Je vous le partage dans les commentaires. Il a fait un article sur le serious game et pourquoi, je peux vous dire l'intro, dans quelle mesure le jeu est-il quelque chose de sérieux et doit-il pratiquer sérieusement. Et ça, c'est le but du truc. L'article, comme tout ce que dit Bruno Fatuti, qui est quelqu'un qui pense le jeu de société, c'est brillant. Et je pense que cet article pourrait parler à bon nombre d'entre vous. Cet article-là, et rentrer en rapport avec toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer, tous les questionnements que vous avez sur le serious game, le jeu pédagogique, tout ça. Merci beaucoup, Simon. Donc, on arrive à l'heure. On ne va pas pouvoir prendre toutes les questions, mais ce que je vous propose, c'est de les diffuser après. Et puis, voilà, si vous voulez nous faire un petit retour. Mais ce n'est pas évident. En tout cas, vraiment,
on n'a pas été déçus pour le coup de vous écouter. Là, vraiment, les messages qui nous sont arrivés sont dithyrambiques. Cool. Merci, vraiment, merci beaucoup, Simon, Avec plaisir. d'avoir pris sur votre temps pour venir parler à ce colloque de passionnés de jeux d'une manière, j'allais dire différente, mais non, parce que tous ici aiment aussi jouer. D'ailleurs, hein, j'ai montré mon Skyjo qui traîne. Hein. Voilà, c'est un jeu et je voulais vous montrer une autre façon, enfin, du moins la façon dont moi j'aborde le jeu et dans lequel comment se comporte le jeu de société aujourd'hui. C'est une fenêtre ouverte sur le jeu. Mais c'est exactement ce qu'on recherche avec les plénières. Donc, vraiment, un immense merci, Simon. Si vous